Ok, ouais. Bonsoir à tous. Donc, comme l'a rappelé Chantal, là, je vais présenter le travail que j'ai fait dans le cadre de ma thèse de médecine générale et que j'ai présenté en décembre dernier. Donc, l'accouchement en milieu hospitalier ou AMH a donc pour but d'inciter, on pourrait même dire d'obliger, les femmes enceintes qui vivent en commune isolée à se rapprocher de la maternité et donc du littoral un mois avant leur terme afin d'accoucher à l'hôpital. Chaque année, c'est donc environ 700 femmes qui doivent quitter leur village et leur famille pour aller accoucher loin, seules, dans un environnement hors sol qui souvent leur est étranger. Cette politique de transfert, elle a débuté dans les années 90, mais elle était d'abord essentiellement destinée aux femmes ayant des comorbidités et donc des risques envisagés pour l'accouchement. À cette époque, donc, 20 à 30% des femmes étaient transférées, et ce qui fait que plus de 70% d'entre elles pouvaient accoucher près de chez elles. C'est à partir des années 2000, avec dans les CDPS la fracture entre le préventif et le curatif, et notamment le transfert des activités curatives du Conseil général au centre hospitalier de Cayenne et des nouveaux décrets nationaux de périnatalité de 98, que cette imposition de transfert, elle s'est étendue à toutes les femmes enceintes sans exception. Donc aujourd'hui, si la situation d'enclavement qui est quasiment insulaire de ces communes, avec un manque de moyens humains et matériels sur place, n'ont permis d'autres réponses possibles que celle de déraciner les femmes pour qu'elles donnent vie, il s'agit ici de leur donner la parole pour essayer de voir comment elles vivent cette expérience. Un petit mot du contexte guyanais. Donc, en simplifiant vraiment, on peut dire que deux mondes y cohabitent. D'une part, le littoral, avec une population qui profite de services et d'infrastructures quasi similaires à la métropole. Et de l'autre, les communes dites de l'intérieur, peuplées à majorité par les Amérindiens et les Bushinengue, et qui sont accessibles du coup uniquement par pirogue, avion ou hélicoptère. Cette dichotomie des Guyanes, elle impose donc des modes d'organisation et de gestion très différents et qui affectent tous les secteurs, que ce soit le développement des infrastructures, l'éducation, l'emploi, le sanitaire et le social. Concernant la périnatalité en Guyane, à ce jour, aucune étude n'a été réalisée pour connaître l'impact direct de cette politique de transfert sur la santé des mères et de leurs bébés. Ce qu'on sait, c'est que la mortalité périnatale en Guyane était très élevée dans les années 80 et que l'amélioration initiale de ces indicateurs a été permise par l'ouverture des centres de soins intégrés qui deviendront les CDPS dans l'intérieur du territoire et du coup la possibilité de suivre des grossesses, l'ouverture de la maternité à Saint-Laurent-du-Maroni, mais surtout le travail de toute une génération de soignants pour tenter d'acquérir la confiance de ces populations locales et notamment de ces femmes qui étaient initialement très réticentes à ce qui était encore la médecine des Blancs et donc la médecine des colons. Mais malgré les améliorations, on voit que le système de santé guyanais peine à répondre aux besoins du territoire avec un taux de mortalité périnatale, de prématurité et de petit poids de naissance toujours 2 fois supérieur à celui de la métropole. Un petit mot sur le contexte historique de l'obstétrique, sans remettre du tout en cause la médicalisation actuelle de l'accouchement. Je voulais juste rappeler que de tout temps et partout, l'accouchement a toujours été une histoire de femmes. Et qu'en Occident, c'est à partir du XVIIe siècle que les hommes, via un prisme de lecture purement pathologique et notamment l'invention du forceps, se sont emparés du dernier bastion féminin qui leur échappait. Sur les rives des fleuves de Guyane, les femmes accouchaient chez elles, entre elles, imprégnées des rites et coutumes millénaires il y a tout juste 20 ans. Et ce changement de paradigme, d'autant plus violent que très rapide, a conduit à transformer pour ces femmes ce moment autrefois vécu comme un phénomène naturel et spirituel en un épisode de solitude et de déculturation. Donc en pratique, la grossesse, elle est suivie par les sages-femmes des centres de santé et le calendrier est le même qu'en métropole avec une consultation par mois et les 3 échographies trimestrielles. Le terme du départ en AMH, il est prévu à 37 semaines d'aménorrhée, donc 1 mois avant le terme, et il peut être anticipé en cas de grossesse pathologique ou d'antécédent d'accouchement prématuré, par exemple.
Donc les femmes, elles se retrouvent facilement un mois et demi, voire 2 mois loin de chez elles. Et pour celles qui habitent le Haut-Maroni, de Papaichton à Pidima, elles seront envoyées à Cayenne. Et celles qui habitent Grand Sentier et les environs, elles seront envoyées à Saint-Laurent-du-Maroni. Donc, dès le départ, cette politique de l'AMH a posé plusieurs problèmes. Outre le fait que la majorité des femmes n'avaient pas de suivi de grossesse satisfaisant, elles ne voulaient pas partir en AMH et parfois elles abandonnaient même leur suivi de grossesse dans les dispensaires de peur qu'on les envoie à l'hôpital. Elles n'étaient pas préparées à leur départ, elles étaient régulièrement oubliées sur le tarmac de l'aéroport à Cayenne et se retrouvaient complètement démunies une fois à l'hôpital. Au niveau logistique aussi, ça a toujours été problématique. Et à Cayenne, l'hospitalisation initiale de toutes les femmes embolisait complètement le service de maternité. Donc, après les avoir déplacées de service vacant en service vacant, la solution des hôtels s'est imposée en attendant la construction d'un hôtel hospitalier dans l'enceinte de l'hôpital, initialement prévu pour 2014 et qui est en cours de construction aujourd'hui. Donc, pour répondre à ces problématiques, comme le docteur Rami vient d'en parler, le réseau Périnat a formé des femmes relais dont le rôle est de favoriser l'entrée plus précoce des gestantes dans le parcours de soins, de rechercher les perdus de vue et de faire le lien entre les femmes et les CDPS. Et en plus d'améliorer les indicateurs de suivi, elle prépare les femmes au départ en AMH, elle continue de les soutenir par téléphone une fois là-bas, et elles sont rapidement devenues des intermédiaires indispensables entre les femmes et le personnel soignant. Un petit point de méthodo, je voulais surtout rappeler ici que j'ai fait le choix du fleuve Maroni pour cette étude parce que j'ai passé la majorité de mon internat dans l'Ouest guyanais, donc j'avais une certaine connaissance du territoire qui m'a permis de faire des entretiens un peu approfondis. J'ai pas cette connaissance de l'Oyapock, j'y suis pas allée, mais pour ces femmes qui sont quasiment exclusivement amérindiennes, on peut imaginer que les problématiques sont encore plus accentuées, mais qu'elles relèvent des mêmes thématiques. Les résultats, concernant la connaissance des femmes avant leur première grossesse, aucune des femmes interrogées n'avait le souvenir d'avoir reçu d'informations, que ce soit sur l'anatomie ou la physiologie, de la puberté, de la sexualité ou de la maternité à l'école. Dans le cadre familial non plus, sans que ce soit réellement considéré comme des sujets tabous, il s'avère généralement irrespectueux de poser ces questions à des femmes plus âgées et du coup, les questions existent bien pourtant, donc c'est plutôt entre femmes du même âge, amies, sœurs ou cousines, et sur les réseaux sociaux omniprésents que les jeunes femmes s'informent sur leur féminité. Il n'existe pas non plus d'apprentissage des signes imminents de l'accouchement, et ainsi la quasi-totalité des femmes interrogées ne s'attendaient ni à perdre les os, ni à sentir des contractions lors de leur premier accouchement. Concernant le suivi de grossesse, les femmes ne semblent pas bien comprendre l'intérêt d'un suivi précoce. La logique semble être mon ventre grossit, j'ai pas mal, je ne saigne pas, bébé bouge, donc ça va. Et du coup, si elles n'ont pas été rattrapées avant par le CDPS ou les femmes relais, c'est généralement autour du 4e, 5e mois qu'elles consulteraient d'elles-mêmes. Et lorsqu'elles viennent en consultation, les sages-femmes me racontaient venir avec l'attente d'être rassurées sur leur santé et sur la santé de leur bébé. Mais qu'au lieu de ça, chaque mois, elles doivent se soumettre à nos rituels, à nous, de prise de constante, prélèvement d'urine, prélèvement de sang. Et que, bien qu'elles sachent que c'est à la recherche de quelque chose qui ne va pas, elles s'interrogent beaucoup sur les résultats quand on leur donne, des résultats qu'elles ne comprennent pas. Et elles s'interrogent beaucoup sur la répétition des examens. Pour celles qui habitent à plusieurs heures de pirogue, c'est une journée entière qu'elles devront prendre. Et du coup, la balance entre le bénéfice de cette consultation qu'elles ne comprendront pas versus l'investissement qu'on leur demande, c'est-à-dire de laisser les autres enfants, ne pas aller à la bâtie, trouver une pirogue, payer l'essence, est généralement en défaveur de la consultation. Pour ce qui est de la communication, elle paraît souvent déséquilibrée avec parfois des attitudes autoritaires du personnel soignant qui peuvent rendre difficiles et désagréables les échanges pour les dames.
Des entretiens, on ressort une réelle incompréhension entre les deux parties et surtout une réelle crainte de la part des femmes de poser des questions, soit parce qu'elles ne savent pas quelles questions poser ni comment les poser, soit par peur de ne pas être comprises ou simplement par peur de déranger. Pour ce qui est de l'accouchement à l'hôpital, la majorité des femmes interrogées, elles comprennent bien la notion de la nécessité d'être proche des machines et des spécialistes absents sur le fleuve au cas où ça se passe mal. Néanmoins, il me semble qu'elles ne comprennent pas la notion d'urgence qu'il peut y avoir dans certains départs anticipés ou certaines évacuations sanitaires qui sont souvent très mal vécues du fait justement de l'incompréhension et de la précipitation de la situation. Donc le souci, il paraît pas tant être dans la compréhension du pourquoi quitter leur famille pour aller accoucher seule à l'hôpital, mais surtout dans l'appréhension de ce que va leur réserver cette expérience. Avant de partir, outre l'anticipation qui peut être compliquée pour certaines, c'est surtout la garde des autres enfants qui va poser problème. Et bien sûr, tout cela a un coût et il va leur falloir prévoir de payer pour la garde et la nourriture de tous les autres enfants pendant toutes ces semaines, même s'ils sont gardés par quelqu'un de la famille. Une fois installés à l'hôpital ou à l'hôtel, il n'y a rien de prévu pour rendre leur séjour un tant soit peu agréable. L'ennui et la solitude sont les sentiments prédominants chez les femmes interrogées. Elles regrettent toutes de ne pas pouvoir se cuisiner elles-mêmes les repas, de ne pas avoir d'endroit où se retrouver ou faire leur lessive, et trouvent dommage qu'il n'y a rien de prévu pour occuper tout ce temps mort de plusieurs semaines qu'on leur offre. Et en plus de ces difficultés pratiques du quotidien, toutes les femmes que j'ai interrogées m'ont rapporté un sentiment d'isolement, parfois extrême, où elles pouvaient passer des journées entières sans parler à personne. On m'a aussi souvent rapporté la sensation d'être prisonnière, avec un sentiment de stigmatisation de la part du personnel créole surtout, et le terme de maltraitance récurrent dans mes entretiens. Pour les femmes habitant le Bas-Maroni, la situation est différente et la proximité culturelle et familiale de Saint-Laurent semble rendre la fracture moins violente. Pour ces dames, c'est plutôt des difficultés de l'ordre de la méconnaissance de la ville et de l'hôpital et du fait qu'il n'y ait aucune personne référente à l'hôpital à qui elles peuvent s'adresser pour des questions. Mais que ce soit à Saint-Laurent ou à Cayenne, les femmes interrogées m'ont rapporté un réel manque de communication avec le personnel de l'hôpital, accentué par l'absence de médiateurs et d'interprètes, et du coup énormément d'informations non ou mal comprises. Et enfin, l'isolement social, pour ces dames, elle s'accompagne pour beaucoup d'un isolement culturel et spirituel que leur départ du village a rendu inévitable. Et bien que la majorité des femmes respectent encore certains rites et coutumes et interdits autour de la grossesse et de l'accouchement, elles s'accordent à dire qu'un certain nombre de ces traditions se perdent dans un contexte de déculturation qui dépasse celui de la maternité. Voilà pour les résultats. Donc avec tout ça, je me proposais de discuter d'abord l'approche transculturelle de la grossesse et de l'accouchement qu'il y a ici. Parce qu'en effet, les résultats de cette recherche, ils nous montrent bien qu'entre les femmes du fleuve et les différents personnels de l'hôpital, les différences culturelles et surtout les différentes manières d'appréhender le monde qui en découlent sont au cœur des problématiques. C'est pourquoi, dans ce contexte, comme le rapporte le docteur Gabriel Karl dans beaucoup de ses travaux, afin d'assurer une attitude respectueuse et des explications adaptées, un minimum de compréhension mutuelle et du coup de sensibilisation du personnel soignant majoritairement étranger s'avère indispensable. On voit aussi à travers cette recherche l'échec du personnel soignant à communiquer avec les dames. Et pourtant, on apprend tous pendant nos études de soins que la communication est la part la plus importante dans la relation de soins. Donc, dans ce contexte où souvent les deux parties ne parlent pas la même langue,
il me paraissait intéressant de remarquer que plusieurs études montrent que la part non verbale de la communication, que ce soit la posture, l'intonation et les gestes, est nettement supérieure à la paire verbale. Ainsi, même si le fait de ne pas parler la même langue peut rester un frein majeur dans le transfert d'informations directes, il reste tout à fait anodin dans l'échange et dans l'instauration d'une relation bienveillante. En plus de la difficulté de communication, s'ajoute ici la notion de complexité du soin interculturel. Parce qu'on le sait, la relation de soin est déjà en elle-même le lieu d'un rapport de pouvoir qui s'inscrit dans une relation asymétrique et inégale entre le soignant et le soigné. Dans la relation de soin interculturelle, on a en plus un rapport social où il y a une culture valorisée, dominante, face à une culture moins valorisée et une identité menacée. Et enfin, pour ces femmes, on voit que tout ça est encore complexifié par un contexte historique local, car en effet, depuis l'abolition de l'esclavage, s'est instauré un certain rapport de force entre la population créole, devenue détentrice des pouvoirs politiques et administratifs locaux, et les autres communautés. Et comme l'explique le docteur Estelle Card dans sa thèse, ce rapport de force, qui était initialement très en faveur des créoles, mais qui tend à s'inverser du fait de l'augmentation constante de la population bushinengue et étrangère, peut se traduire dans l'accès aux droits ou à l'hôpital notamment à une certaine forme de discrimination. Donc, avec tout ça, je voulais rappeler le rapport Burla qui a été écrit en 2000 par un médecin inspecteur de santé publique sur justement la faisabilité initiale d'une telle politique de transfert des femmes enceintes et qui préconisait déjà comme nécessité primordiale et absolue un lieu d'accueil pour ces femmes et des moyens de médiation adéquats à l'hôpital. 25 ans plus tard, on a d'un côté les femmes qui n'ont eu d'autre choix que d'accepter et de s'adapter à cette politique de déracinement, et de l'autre, à Cayenne notamment, toujours aucune structure pour les accueillir et jamais aucun médiateur recruté à la maternité. Et voilà, pourtant, on a l'impression qu'avec des petites choses, déjà, on pourrait améliorer l'expérience AMH de ces femmes. Donc, par exemple, re-questionner notre manière de considérer ces femmes, fondamentalement, en favorisant certaines compétences telles que l'humilité, l'écoute et le respect. Former les nouveaux arrivants à la transculturalité, on l'a dit. Améliorer la littératie en santé de ces femmes en les impliquant dans la construction d'outils de prévention et d'information. Adapter les protocoles et faciliter le parcours de soins, pourquoi pas en questionnant et en personnalisant les fréquences de consultation de suivi ou le terme de départ en AMH, ou simplement en priorisant les femmes venues de loin pendant les consultations. Former des femmes relais et des médiateurs, comme on l'a dit, le rôle des femmes relais, il est vaste, il est complet, mais il apparaît vraiment crucial dans ce contexte. Mais effectivement, pour le moment, elles s'avèrent trop souvent confrontées à un manque de moyens, que ce soit en termes de formation ou de moyens humains ou matériels. Donc, il s'avère indispensable d'améliorer le soutien à celles déjà en place et de consolider le réseau en recrutant des femmes relais sur l'Oyapock et sur le littoral. Faire vivre l'hôtel hospitalier, en effet, la construction d'un... Seul ce dispositif permettra la mise en place de projets tels que des échanges avec des associations, des ateliers de prévention avec les ressources intra-hospitalières ou des ateliers d'échange entre les dames. Et pourquoi pas penser la maternité de niveau 1 à Maripasoula. C'est en tout cas ce que préconise la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de 2020, qui insiste sur l'importance d'apporter des réponses concrètes et adaptées aux habitants dans le territoire où ils vivent. Donc, en conclusion, je voulais introduire ici la notion d'intersectionnalité qui, pour moi, a fait beaucoup écho et qui désigne une approche qui analyse la manière dont les différentes formes de discrimination s'entrecroisent et se renforcent.
Ici, en l'occurrence, les femmes sont femmes, enceintes, issues d'une minorité colonisée et vivent en milieu isolé. Un cumul de facteurs de vulnérabilité qui exacerbe, dans ce contexte de maternité déracinée, les violences de genre, les violences raciales, économiques et sociales. Et pour conclure, je voulais reciter le rapport Burla en 2000 qui disait « Il serait anachronique que le système français, avec des moyens financiers conséquents et avec, au niveau national, une volonté politique de parfaire l'accès aux soins, ne puisse générer une solution originale permettant d'améliorer l'accès aux soins pour les populations guyanaises isolées. En d'autres termes, quelle chance d'habiter la France, dommage que tant de gens fassent preuve d'incompétence. Mais je veux bien ici parler d'incompétence des détenteurs des pouvoirs politiques et administratifs qui, tant au niveau national que local, se traduit par une certaine inertie des institutions publiques et bureaucratiques à travailler au service d'une partie de sa population qui fait pourtant bien partie de la République française. Voilà. Merci de votre attention.